Bien, alors cette semaine, nous abordons la poésie au XVIIIe siècle. Je suis avec Denis Lopez, comme la semaine dernière, et nous allons dialoguer autant que faire se peut. Eh bien, Roger Navarri, merci de nous parler de cette poésie du XVIIIe. Pour faire le lien avec le XVIIe siècle, je vous poserai comme première question la question suivante. La Fontaine disait, étant sans doute un petit peu étonné de voir que la poésie diminuait d'audience, il disait qu'il y avait autour de lui beaucoup de rimeurs et très peu de poètes. Est-ce que c'est ce qui va se confirmer au début du XVIIIe siècle ? Oui, je le crois. À cet égard, il faut signaler que l'influence de l'art poétique de Boileau, dont nous avons rapidement évoqué la semaine dernière, a été très grande sur toute la fin du XVIIe et surtout les premières années du XVIIIe siècle, jusqu'à la mort de Louis XIV et même, disons, jusqu'aux années 1730, 1750. L'art poétique a instauré un véritable code d'écriture et beaucoup d'écrivains sans talent, sans inspiration, ont cru qu'ils allaient pouvoir devenir poètes en appliquant les préceptes de Boileau. Ce qui a engendré d'ailleurs des réactions extrêmement violentes contre la notion même de poésie. Ces réactions que je vais évoquer dans un instant. Alors qu'on aurait pu imaginer que ces réactions puissent s'en prendre simplement au code lui-même et pas à la poésie en tant que telle. Et si Boileau fait figure de régent du Parnasse, c'est donc bien sur cette époque-là. Oui. Et beaucoup moins sur l'époque dite classique de Louis XIV, où au contraire il y a une assez grande variété, et bien entendu dans la période qui précède aussi, comme on l'a vu la semaine précédente. Exactement, contrairement à l'image que pendant des décennies on s'est faite du XVIIe siècle. Maintenant on se rend bien compte que l'influence de Boileau, c'est surtout au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, qu'elle va se manifester. Alors, je disais il y a un instant, au début du XVIIIe, un certain nombre de voix s'élèvent pour dire que finalement la poésie est inutile. Elle ne sert à rien. Je me réfère simplement à la boutade de Montesquieu dans les Lettres persanes. Rica rencontre un homme qui le guide dans Paris, et cet homme lui dit, en lui montrant des individus à la mine un peu patibulaire, ce sont ici les poètes, me dit-il, c'est-à-dire des auteurs dont le but est de mettre des entraves au bon sens. Cette boutade, elle est reprise sous une forme beaucoup plus sérieuse par un certain nombre de théoriciens, et on en trouverait d'ailleurs l'origine dans la querelle des anciens et des modernes qui a marqué la fin du XVIIe siècle. Oui. Mais est-ce que cette opposition à la poésie n'accompagne pas une certaine rationalisation de la pensée ? C'est une chose dont nous n'avons pas parlé la semaine dernière, mais effectivement, avec la montée de la raison et des sciences exactes, n'est-il pas normal que la poésie perde un petit peu de terrain ? Oui, très certainement. C'est lié à l'émergence de la philosophie, du retour aux sciences exactes. Et aux yeux d'un certain nombre de penseurs, je pense à Fontenelle en particulier, la poésie est devenue un discours purement décoratif, avec souvent très emphatiques, très grandiloquents, ou bien alors la préciosité qui apparaît à leurs yeux comme gratuite, qui abuse de la rhétorique. Finalement, ce qu'ils mettent en cause à travers la notion de poésie, c'est une poésie boursouflée, une poésie relativement creuse, qui effectivement sévit à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe. Une poésie qui n'aurait plus que l'artifice de ce que les poètes précédents avaient voulu apporter. Oui. C'est-à-dire Malherbe apportant une parole royale, il ne reste plus que l'académisme boursouflé, l'enveloppe en fait, et plus grand-chose du contenu. Oui, d'autant plus qu'à cette époque, l'autorité royale a largement pâti de toutes les mésaventures que la France a connues, de la misère, et dès lors, cette poésie d'apparat, cette poésie décorative apparaît comme une sorte d'alibi, qui n'a plus, de trompe-l'œil, qui n'a plus raison d'être.
Je citerai également une phrase très révélatrice de Houdard de la Motte qui dit la prose peut dire exactement tout ce que disent les vers, mais les vers ne peuvent pas dire tout ce que dit la prose. C'est très révélateur de ce rejet de la poésie comme une forme de discours complètement qui gaspille finalement inutilement, par définition, le langage. Alors vous parliez de la querelle des anciens et des modernes, et effectivement, chez les modernes, il y a le sens de la supériorité de l'époque contemporaine, parce qu'elle ajoute aux époques anciennes la science, elle ajoute des connaissances, et qu'il y a ce classicisme de la littérature de l'époque Louis XIV qui a fait aussi bien, sinon mieux peut-être, que ce que les anciens avaient fait. Alors est-ce que c'est dans cette perspective-là que la poésie finit par devenir le parent pauvre de la littérature ? Oui, très largement. Mais cela étant dit, il faut quand même apporter des nuances. Parce que quelqu'un comme Voltaire, par exemple, dont on connaît le rôle et l'importance dans la diffusion des idées philosophiques, a par rapport à la poésie une position beaucoup plus nuancée. Il regrette que les Français se détournent de la poésie, et en particulier de la poésie épique. On connaît sa formule, le français n'a pas la tête épique. Et il dit ailleurs, de toutes les nations polies, la nôtre est la moins poétique. Mais il le dit sans enthousiasme. Et on sait que par ailleurs, Voltaire est aussi un poète qui a écrit des pièces qui ne sont pas toutes négligeables, et un poète épique. La Henriade a été de sa part une tentative pour réactualiser l'épopée à la manière de Virgile ou du Tasse, en partant du règne de Henri IV, pardon. Mais quand on lit ce texte, on s'aperçoit qu'il est lui aussi encombré par l'allégorie, par une utilisation outrancière de la mythologie, par un merveilleux qui fait bien un merveilleux de pacotille parce qu'il est trop attendu. Bon, cependant, le public continue à apprécier la poésie. Et malgré la crise, il y a une permanence de la poésie. Oui, alors, quand on parle de crise de la poésie, en effet, ça ne signifie pas qu'il y ait moins de poètes. Ça ne signifie probablement pas, même si on n'a pas de documents très précis à cet égard, qu'il y ait moins de lecteurs de la poésie. Simplement, il y a une mise en cause de la poésie de la part de certains, qu'on appellerait aujourd'hui intellectuels, en fait, qui sont des spécialistes des sciences, des philosophes, et qui n'ont pas de temps à perdre dans leur point de vue pour la poésie. Alors, qu'est-ce qui subsiste en fait Ce qui subsiste, c'est donc, outre cette poésie très Louis XIVienne, très décorative et très mythologisante, et donc très boursouflée, il y a également la grande poésie du lyrique qui subsiste, des odes et des cantates, quelques noms qui sont aujourd'hui complètement oubliés, Jean-Baptiste Rousseau par exemple, Lefranc de Pompignan, Louis Racine, sur des sujets très divers qui sont des sujets religieux, la grâce en particulier, très grand long texte de Louis Racine, des sujets qui peuvent être aussi des sujets scientifiques, la nature ou le bonheur philosophique et champêtre, sujets scientifiques et philosophiques de Lebrun, des odes à Buffon, odes sur les causes physiques des tremblements de terre, également de Lebrun, sur la philosophie de Newton, je pense là à un texte de Voltaire, sur le désastre de Lisbonne, texte mieux connu de Voltaire également, sur l'homme, ou alors une poésie descriptive qui va prendre comme objet la nature, les saisons, les jardins, l'homme des champs, et là on trouve évidemment les noms de Saint-Lambert et de l'abbé de Lille. Et alors, c'est assez curieux qu'en pleine période dite des Lumières, la poésie se trouve encore avec cette fonction qu'on lui avait confiée dans les temps plus anciens, celle de traduire et de vulgariser la science, par exemple. Il y a au XVIe siècle une poésie énumérative, encyclopédique, qui se poursuit dans le cours du XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, on confie à la poésie aussi le rôle, par exemple, de vulgariser l'astronomie,
d'expliquer un certain nombre de phénomènes théologiques. Et au XVIIIe siècle, vous nous dites que cette fonction perdure. Oui. Et nous sommes pourtant en pleine période des Lumières, d'avancement du rationalisme, de la recherche de la clarté, de la raison et bien sûr de la science positive. Est-ce que ceci est contradictoire ? Non, parce qu'il semblerait au contraire qu'un certain nombre de poètes aient tenu compte de la critique que j'évoquais tout à l'heure, de la poésie néoclassique, dans ce cas-là de creux et de dépassé, et chercher à associer la poésie à la philosophie et aux sciences. Et se soit dit qu'effectivement, ils se sont dit que la poésie pouvait apporter sa pierre à la diffusion des connaissances. Mais alors, au lieu que cette diffusion soit faite d'une manière très très austère et très spécialisée, elle va se faire en direction du grand public des honnêtes gens, comme au XVIIe siècle, public des femmes aussi. Et Fontenelle a déjà inauguré cela avec ses leçons d'astronomie, même si c'est de la prose, c'est souvent de la prose poétique. Alors, la poésie serait un ornement qui permettrait de mieux transmettre un certain nombre de choses. Exactement. Ce qui diminue quand même une grande partie de ses capacités traditionnelles. Oui, c'est une poésie qui reste une poésie du discours, une poésie de la réflexion, une poésie je l'ai dit tout à l'heure, de la description, qui se veut plus précise que poétique au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Néanmoins, il faut quand même ne pas tout trop généraliser. Dans ces poèmes très abstraits par leur sujet, certains poètes tirent leur épingle du jeu, et cela nous vaut des vers tout à fait musicaux, des vers très poétique au sens où nous l'entendons aujourd'hui, et qui rappellerait ce que vous disiez la semaine dernière, la poésie de Théophile de Viau, de Tristan, l'Hermite, de Saint-Amand. Enfin, mais qu'en est-il de l'inspiration en elle-même ? Alors, le problème de l'inspiration dans le cadre de cette poésie se pose très très peu. C'est plutôt un problème de connaissance et de savoir-faire. Le poète ne se conçoit plus, déjà depuis longtemps, mais surtout au XVIIIe siècle, il ne se conçoit plus comme un être à part, comme un être supérieur, mais comme quelqu'un qui a entre ses mains un outil qui a sa spécificité et qu'il doit utiliser le mieux possible, le plus rationnellement possible. Et en ce sens aussi, donc, étant dans la vie de chaque jour, que ce soit la vie de la pensée ou que ce soit la vie politique, le poète est associé à la vie mondaine. Et il y a une permanence là aussi, vraiment, par rapport à ce qui s'est passé dans les siècles précédents. En effet, la poésie de salon au XVIIIe siècle a eu une importance qui reste extraordinairement grande. Poésie qui se traduit par des épigrammes. Enfin, il y a des épigrammes qui sont très connus pour leur virulence, mais il y a des épigrammes qui touchent des sujets tout à fait anodins. C'est le retour d'une longue tradition, d'une très ancienne tradition, l'épigramme étant destiné justement à accompagner les moments de plaisir de chaque jour, ou de chaque instant, même à la limite, devant un spectacle, devant un événement, étant destiné aussi à le mettre en valeur par le vers. Et par la pointe. Exactement. Tout le monde connaît l'épigramme assassin, entre guillemets, que Voltaire a décoché à Fréron. Exactement. Fréron rencontre un serpent, le serpent mord Fréron, mais c'est le serpent qui meurt, qui crève. Bien, à côté des épigrammes, il y a également les impromptus, des madrigaux, des pastorales, comme au XVIIe siècle, et là, un certain nombre de noms qui sont aujourd'hui totalement oubliés, ce qui ne signifie pas nécessairement qu'il s'agisse d'œuvres mineures. La postérité est souvent injuste. Il arrive qu'on tombe sur des textes du XVIIIe siècle, des petits textes, entre guillemets, qui sont tout à fait charmants. Alors, ce que je vois dans tout ce que vous nous avez proposé, c'est une merveilleuse continuité.
malgré la crise. Alors sans doute, il y a une crise de confiance dans la poésie, mais on n'en écrit pas moins de la poésie comme au siècle précédent, et on continue sur cette lancée. Alors est-ce qu'il y a un moment où l'on sent qu'il y a une transformation, qu'il y a une rupture par rapport à cette vision poétique des choses? Oui, là je ne pense pas qu'on puisse parler, comme on pourra en parler pour le 19e siècle, d'une révolution du langage poétique ou des conceptions de la poésie, mais il est certain qu'au fur et à mesure que le siècle avance, un certain nombre d'exigences nouvelles se font jour. Et notamment l'exigence d'une poésie qui soit pas seulement une prose ornée, une prose rimée, une manière de dire autrement ce que la prose peut dire, mais une poésie qui est vraiment un langage spécifique et des thèmes spécifiques. Celui qui a peut-être exprimé avec le plus de force ce désir d'une poésie nouvelle, c'est évidemment Diderot. Diderot qui l'a fait dans un article très connu où il rêve de ce que pourrait être la poésie de l'avenir. Je vous en lis quelques lignes. Qu'est-ce qu'il faut au poète? Est-ce une nature brute ou cultivée? Paisible ou troublée? Préférera-t-il la beauté d'un jour pur et serein à l'horreur d'une nuit obscure, où le sifflement interrompu des vents se mêle par intervalles au murmure sourd et continu d'un tonnerre éloigné, et où il voit l'éclair allumer le ciel sur sa tête? Préférera-t-il le spectacle d'une mer tranquille à celui des flots agités, le muet et froid édifice d'un palais à la promenade parmi des ruines? Un édifice construit, un espace planté de la main des hommes, au touffu d'une antique forêt, au creux ignoré d'une roche déserte. Et il poursuit un peu plus loin, la poésie veut quelque chose d'énorme, de barbare et de sauvage. On trouvera la même revendication d'une poésie qui sorte des sentiers battus de la raison et de l'observation quotidienne chez un théoricien par exemple comme Joubert, qui réclame carrément une poésie de la sensibilité, et désormais le mot sensibilité devient le maître mot des revendications d'un certain nombre de poètes. Oui. C'est le retour à la poésie de l'intérieur, alors à ce moment-là. Poésie poésie du moi, poésie de l'intériorité, mais à condition de préciser tout de suite que l'intériorité doit être bouleversée par l'extériorité, c'est-à-dire c'est une poésie qui va désormais sortir des coteaux modérés, et d'ailleurs dans le texte de Diderot que je lisais il y a un instant, c'est très clair, sortir des paysages à la française, tirés ou tracés au cordeau, pour aller chercher des spectacles exceptionnels, des spectacles extraordinaires. Spectacle de ruines, spectacle d'orage, de mer déchaînée, de montagnes. Et là, tout ce mouvement est généralement mis sous l'étiquette de pré-romantisme, mais effectivement, on le trouve pas seulement chez les poètes, mais on le trouve aussi chez les romanciers, et bien entendu, un des plus importants d'entre eux, Jean-Jacques Rousseau. Très bien, donc nous arrivons sur ce versant du siècle où là déjà se sentent les sensations que produiront ensuite les poèmes de l'époque romantique, et je crois que vous allez nous parler un petit peu plus longuement de cette partie-là de l'époque, des poètes qui rétablissent la sensibilité, qui rétablissent la poésie profonde, qui font ressurgir ce que le poète, semble-t-il, avait en propre dans les temps passés, c'est-à-dire l'expression du monde, mais qui ne soit pas absolument réglé sur une vision nette, claire, rationnelle et raisonnable. Oui, je voudrais insister d'abord sur le fait que cette mutation de la poésie française est en grande partie due à l'influence de poètes étrangers. Poètes anglais, comme Young, comme Gray, comme Goethe, bien entendu. L'influence de Goethe et de Werther a été considérable. Mais une influence, en soi, ça ne signifie rien. Il n'y a d'influence que si le terrain est propice à l'influence, est favorable. Sinon, l'influence n'a aucun effet.
Et un poète théoricien comme Lessing a eu sans doute une très grande influence aussi. Exactement. La littérature française du XVIIIe siècle devient beaucoup plus ouverte au monde extérieur qu'elle ne l'était, je crois, au XVIIe et avant. Elle devient presque cosmopolite. D'ailleurs, le thème du cosmopolitisme est un thème qui apparaît avec toute sa force au cours du XVIIIe siècle. Mais ce que je voulais aussi ajouter, c'est que dans la poésie descriptive dont je parlais tout à l'heure, celle de Delille, celle de Léonard, de Bertin, de Parny, il y a des textes qui pourraient être tout à fait, qui pourraient avoir été écrits au XIXe siècle. Des textes très mélancoliques, des textes qui accordent une très grande place à la nature. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la plupart de ces auteurs viennent soit de la Guadeloupe, soit de la Réunion. Et puis tout le monde connaît Bernardin de Saint-Pierre, bien entendu. Mais il y a je dirais pas une école, mais il y a un regroupement de poètes qui, venus des possessions françaises de l'outre-mer, a une sensibilité à ces spectacles de la nature qui n'est pas la nature française habituelle, qui est cette école, enfin plus exactement ce groupe de poètes, a exercé une grande importance, et d'ailleurs, le XIXe siècle, Lamartine en particulier, se reconnaîtra en eux. Il se proclamera leur continuateur. Très bien. Essentiellement en Chénier, et peut-être pas trop en Delille, et c'est un peu dommage, et dans certains autres aussi. Alors Delille est souvent lui aussi trop réduit à des textes effectivement très plats descriptivement, alors qu'il y a chez lui des passages qui dépassent de beaucoup cette platitude. Je n'ai malheureusement pas le temps de vous en lire, mais celui sur lequel effectivement les romantiques se sont accordés, c'est André Chénier. Alors, André Chénier, je ne sais pas si c'est le meilleur poète du XVIIIe siècle. Il est incontestablement le plus connu, en grande partie à cause de son destin tragique, mais aussi sans doute parce qu'il, un peu comme Apollinaire au XXe siècle, toute différence faite, il représente presque la totalité des facettes de la poésie du XVIIIe siècle. D'abord parce qu'il appartient à une des dernières générations du XVIIIe siècle, et puis parce qu'il y a en lui, chez lui, la poésie descriptive, la poésie scientifique, du moins qui se veut en prise avec les préoccupations des encyclopédistes. Il a ébauché un très long texte intitulé Hermès, où il se propose de parler de Newton et de Buffon, un très long texte sur l'Amérique, son système politique, ses paysages, sa géographie, sur l'invention. Alors le texte sur l'invention est très connu. C'est le texte dans lequel il dit que sur des pensées antiques, il faut faire des vers nouveaux. Je ne le cite pas exactement. Sur des pensées antiques, faisons des vers nouveaux. Voilà, c'est exactement ça. Exactement. C'est la citation. Et à côté donc de ce Chénier encyclopédiste, il y a le Chénier qui est féru d'antiquité, mais une antiquité qui est en train d'être largement revisitée par un certain nombre de chercheurs, d'archéologues, et il se tient au courant de ses recherches, et il essaie de donner de la Grèce antique, de Rome antique, une vision qui lui semble-t-il, est plus fidèle à ce qu'était l'original. On peut en douter aujourd'hui, avec le recul. Mais enfin, un certain nombre de textes de Chénier sont des textes qui annoncent ce que sera la poésie parnassienne. Le Comte de Lille, en particulier. Le texte sur la Grèce, sur Rome. Et autour de Chénier, un mouvement donc néo-helléniste qui se manifeste et qui est très très important à la fin du XVIIIe siècle. Oui. Et qui peut se rapprocher de l'exotisme. Oui, que exactement. l'on peut sentir dans d'autres poésies. Parce qu'en effet, il ne s'agit pas là de revenir à la Grèce ou à Rome comme on a pu le faire peut-être au XVIIe ou au XVIe siècle en tant que référence culturelle, mais de retrouver une civilisation, un cadre, des aventures qui sont perçues dans ce qu'elles ont de singulier, de brutal même, et pas cette espèce de vision un peu épurée que le classicisme a donnée de l'Antiquité gréco-latine.
Alors, il y a ce chénier-là, et il y a enfin le chénier le plus connu, qui est le chénier des bucoliques, de l'élégie. Pas seulement la jeune Tarentine qui fait allusion à des sujets antiques, mais le chénier également en prise avec les événements de son époque. Chénier a été un poète engagé. C'était un poète engagé, on le sait, du côté des Girondins plutôt que des Jacobins, et il a écrit des textes d'une violence inouïe contre la terreur, non pas au nom d'un idéal monarchique, mais au nom, disons, d'une démocratie libérale qui lui paraît menacée par les Jacobins. Il a écrit également, quand il a été emprisonné, des textes extrêmement pathétiques sur sa fin prochaine, et en particulier les Iambes de Chénier, qui sont un des textes les plus forts de la poésie, pas seulement du XVIIIe siècle, mais de la poésie engagée. Nous pourrions terminer par une lecture d'un extrait des Iambes. Il y a également la jeune captive, qui est consacrée à une jeune fille qui va être guillotinée un peu avant lui. Alors, dans les Iambes, André Chénier proteste avec violence contre le sort qui lui est réservé. Bon, il écrit par exemple qu'il ne veut pas mourir sans vider son carquois, sans percer, sans fouler, sans pétrir dans leurs fanges ces bourreaux barbouilleurs de loi, ces vers cadavéreux de la France asservie, égorgée. À vous entendre lire Chénier, Roger Navarri, j'ai eu le sentiment que ce qui faisait ce renouveau de la poésie dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, et qui annonce bien entendu ce qui va venir avec le romantisme, c'est que à nouveau le poète s'engage corps et âme dans ce qu'il écrit. C'est en effet une bonne description de ce phénomène. Et je crois que le texte de Chénier, qui peut aujourd'hui nous paraître un peu vieilli, par sa force, par sa démarche même, reflète tout à fait ce que vous venez de dire. Ça, et on retrouve les élans que l'on avait pendant la période de la poésie baroque, pendant les guerres de religion, pendant la période de la Pléiade un peu avant, au XVIe siècle. Les élans qu'on avait aussi dans la poésie de Malherbe, qui s'était engagé derrière une politique, et puis ce qu'on trouvait chez Théophile de Viau. Finalement, c'est une des permanences de la poésie éternelle. Exactement, on retrouvera cela au XIXe et au XXe siècle. Merci d'avoir été à l'écoute du département du téléenseignement. Vous pouvez nous contacter en nous écrivant à l'université Michel de Montaigne, Bordeaux 3, 33 405, Talence, CEDEX, ou bien par téléphone au 56 84 52 83, et enfin sur serveur Minitel en tapant 3615 BX3TE.